Bonjour Sabrina, mais quel plaisir j'ai d'être avec toi aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir. Pourrais-tu nous parler de ton parcours avant la chieuse? J'ai fait école terminale, quelque chose de tout simple. Et ensuite, je suis partie dans un apprentissage de vente en bijouterie, horlogerie, où là, j'ai fait 3 années. Et ensuite de ça, je suis partie dans le textile, donc une année supplémentaire pour apprendre les matières textiles. Et tu as beaucoup voyagé, ça a été le déclic de la grande aventure. C'est vrai, c'est vrai. À l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir un peu à l'aventure. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, j'avais pas du tout la notion de pouvoir prendre des jours de congé. J'avais quand même un côté un peu, pas carriériste, mais je viens d'une famille où on m'a dit que dans la vie, il fallait travailler. Et du coup, ça s'est fait. J'ai pu choisir, j'ai choisi le pays. Alors pourquoi, comment? Parce que j'en ai eu rêvé. Je savais pas trop dans quoi je me lançais, je pense, au départ. Et j'ai décidé de partir pour mon premier voyage en Inde. Et après, alors est née une marque, la première marque que tu as créée conjointement avec ton ami. J'ai rencontré mon compagnon avec qui j'ai lancé la première marque qu'on a créée ensemble, qui s'appelait Helvetic Swiss Design. Donc là, ça a été des bottes de pluie. Alors là, j'ai beaucoup appris. Et puis, il est avéré qu'on a fait un paléo. Donc, j'ai travaillé pour lui au paléo. Et à ce moment-là, bottes de pluie. Donc, comment fabriquer une botte de pluie et dans quel pays? À l'heure actuelle, c'est la Chine. Donc, on a décidé de mettre le sac à dos et puis de partir en Chine. Pour essayer déjà de voir comment on pouvait trouver une petite fabrique, quelque chose qui nous correspondait, et puis de commencer à toucher les matières, à savoir la procédure en fait qu'il fallait avoir, donc le procédé, donc la matière, et puis les choses qu'il fallait avoir pour créer une botte de pluie. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc on est parti en Chine, sac à dos, et puis là on a été confrontés à plein de choses. Et on a mis à peu près 3 ans pour créer une botte de pluie en caoutchouc naturel. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te convertir après, par la suite, dans la mode féminine? Alors, et quand j'ai arrêté pour Helvetic, je savais pas trop en fait ce que j'avais envie de relancer, donc j'ai fait un petit break. Et vu que j'avais passé des années en Inde, je me suis dit, tiens, pour changer les idées, je vais repartir un peu sur mes rêves en fait de jeunesse. Donc, ce qu'il faut savoir en Inde, c'est que c'est un endroit pour moi qui est... Il y a énormément de stimuli externes. Il y a une possibilité en fait il y a cette phrase qui me restera toujours dans la tête, où tout est possible. C'est-à-dire que c'est un pays, alors bien sûr qu'il y a des gens très éduqués, mais il y a aussi une façon de fonctionner où on travaille sur le terrain. Et c'est en étant sur le terrain qu'on apprend. Sans forcément avoir fait des études, sans forcément avoir un certificat, des diplômes, ou ce genre de choses. Ce qui pour moi, ayant pas fait énormément d'études, m'a donné un peu de stimuli. Et quand je suis retournée donc en Inde, je suis allée voir des amis et ça a commencé très simplement. En fait, je suis allée voir un ami et puis alors j'avais pas du tout l'envie de recommencer un business à ce moment-là. Je viens juste profiter, faire des vacances. J'ai fait un business avant, mais voilà, en fait, ça a commencé comme ça. Et en discutant avec elle, eh bien, elle me dit moi je descends à Jaipur. Et puis là, elle me dit écoute, si ça te dit, vas-y, tu viens avec moi et puis on prend le taxi. Et j'étais vraiment un peu dans le doute de partir dans ce sens-là. Elle me dit, je vais chez un ami qui fabrique de la soie. C'est un super gars. C'est une toute petite fabrique. Donc là, je lui dis OK, départ. Donc on est descendu en taxi jusqu'à Jaipur.
Et donc, arrivée à Jaipur, dans cette petite fabrique, eh bien, elle me montre un petit peu ce qu'elle fait. Et je rencontre donc Rakesh, avec qui je travaille maintenant depuis 7 ans. Et puis, il travaille avec 5-6 femmes qui vivent dans le Rajasthan, qui parlent absolument pas anglais. Et là, je trouve, je sais pas, il y a un truc qui se passe, je regarde les tissus et ça démarre. Voilà. Et à ce moment-là, je lance la toute petite quantité, parce que j'avais pas beaucoup de finances à ce moment-là, une toute petite quantité de vêtements en soie. Et pourquoi la chieuse? Alors, la chieuse, eh bien ça, il faut demander à mon ex-compagnon. Voilà, c'est assumé, je pense, depuis de nombreuses années. Et voilà, et j'ai trouvé que on était à Bangkok, c'est une personne qui travaillait beaucoup, et puis moi j'avais envie de découvrir, j'avais envie d'aventure. Et je me retrouvais toujours confrontée à ce côté professionnel où il fallait travailler, et chaque fois qu'il était sur son ordinateur en train de gérer les choses qu'il avait à gérer, bah, je le taquinais un petit peu. Et un jour, il me dit « Oh, mais ça m'était chiant. » Et là, je me dis « C'est génial. Si un jour, je crée une marque de fringues, ça s'appellera la chieuse.ch. » Ça a démarré comme voilà. ça. Et parle-nous un peu de l'identité de la chieuse, parce que ça, c'est vraiment... les dames se reconnaissent, chaque fois il y a la patte de Sabrina. Moi, je sais que j'ai eu porté une robe et que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai dit « Toi, tu portes la chieuse. » « Ah, comment tu le sais ?» C'est l'identité de la chieuse, je pense que j'ai vraiment choisi ce nom parce que pour moi, on doit avoir du plaisir et de la légèreté dans ce qu'on fait. Et je pense que j'avais vraiment envie de créer quelque chose de coloré, mon identité aussi colorée, de pouvoir partager avec les gens. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve qu'en Suisse, c'est très vite restreint à des couleurs assez sobres. Et puis du coup, ça a démarré vraiment, vraiment comme ça. Et quand j'ai fait mon premier marché avec cette identité-là, et ben j'ai tout de suite vu en fait que quand on était une grande famille, il y a beaucoup de femmes qui s'identifient en fait à ce mot qui est finalement drôle parce qu'on a tout un petit peu un côté comme ça. Et ça a démarré comme ça. Et le fait que ce soit des habits colorés, eh bien, je pense que les femmes il y a vraiment quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment un fil conducteur dans les couleurs, dans les impressions. Et puis, il y a un fil conducteur qui est sûrement au-delà de moi. Voilà. C'est très bien, en tout cas. Tu peux nous parler des matériaux utilisés pour tout ce que tu fais, parce que tu t'es pas arrêtée aux vêtements. Maintenant, tu as des accessoires. Voilà. Donc, pour tout ce qui est matière, donc, je travaille principalement avec du coton, donc du pur coton, avec des impressions très colorées en général. Et puis de la soie. La soie, je travaille beaucoup avec les anciens saris, donc c'est vraiment les habits traditionnels des femmes indiennes. Et je rachète donc les saris des femmes indiennes. En général, quand elles ont des trous, alors elles vont les porter un moment, puis à un moment donné, ça va partir à la poubelle. Et le fait de racheter, ça leur permet aussi d'avoir un petit financement à quelque part. Et puis les soies en Inde, les habits traditionnels des femmes indiennes ont des couleurs mais incroyables. Donc je me suis amusée en fait à reprendre ça, à enlever toutes les parties en fait défectueuses. Et puis en général, c'est où je fais des foulards, où je peux faire des robes. Et c'est toujours décalé, si tu veux. Il y a toujours un recto verso dans ces soies. Ça donne, si tu veux, le fait d'avoir deux côtés. J'essaye toujours de trouver. C'est génial de vivre déjà. Je fais un petit bain et de se retrouver 3 semaines dans la soie. C'est vachement agréable. Et d'avoir toujours deux côtés avec des couleurs différentes, ça remonte la couleur d'un côté et de l'autre. Et du coup, ça donne une dynamique en fait à l'habit et à la couleur aussi. Moi, je suis une petite boîte à idées, donc ça veut dire que quand je suis en Inde, alors pourquoi, comment? Je pense qu'il y a un côté très chaotique dans l'Inde. Ça veut dire il y a beaucoup de stimuli, il y a beaucoup de choses. Et la première chose en fait je travaille comme ça. Ça veut dire que je vais dans les marchés, je regarde un peu
les tissus, ce qu'il y a, ça peut être voilà, comme ça peut être ça peut être de la soie, ça peut être du satin, ça peut être des cotons. C'est une couleur, c'est une matière en fait qui va m'attirer. Et à ce moment-là seulement, j'ai l'imagination qui démarre pour créer un vêtement. J'ai eu travaillé avec des dessus de lit, avec ça peut être mais dans plein de domaines, enfin ça peut être plein de matières déjà créées que je vais reprendre, réutiliser aussi. Et puis bien sûr, vu que les idées, c'est vrai que c'est quelque chose chez moi qui fonctionne très bien. Eh bien, je suis repartie sur des accessoires. Donc après, j'ai rencontré qui est devenu un ami d'ailleurs, Inamour, qui fabrique à Delhi des sacs en cuir. Donc c'est du cuir réutilisé. Ça veut dire qu'à New Delhi, il y a une grande décharge avec des cuirs qui viennent à peu près du monde entier. Donc c'est que des chutes. Donc ils vont récupérer en fait les chutes uniquement de la vache. On reteint. Du coup, on retane et on reteint en fait ce cuir-là. Et après, moi, mon job, c'est de recréer un sac avec les couleurs qui me plaisent. Ouais. Et pour ce travail-là, parce que la vache est sacrée en Inde, je travaille dans un quartier musulman de New Delhi. Et ça aussi, tu vois, ça fait vraiment partie de mon travail parce que la mode, c'est une chose, mais je pense que ce qui me motive, enfin, ce qui m'habite vraiment aussi, c'est vraiment cette découverte déjà des gens, la façon de penser, d'autres cultures, une curiosité qui fait que ça m'amène à créer tout ça. Ça m'amène à la question suivante. Comment est-ce que tu as fait pour instaurer un climat de confiance comme ça avec tes fournisseurs? Mes premiers voyages en Inde, c'est vrai que c'était, je pense, beaucoup plus compliqué de pouvoir faire confiance parce qu'il y avait aussi cette mentalité pour eux de one shot. Il n'y avait pas encore, en 35 ans, l'Inde s'est énormément améliorée aussi. Et puis, ils ont appris, de leur côté aussi, à avoir des liens sur la longueur. Donc, ça veut dire à vraiment à tisser des liens de confiance, comme on peut les tisser chez nous aussi. Et puis après, il y a le facteur risque. Ça veut dire que même encore maintenant, confiance à 100%, je crois que même ici, en fait, c'est compliqué. Il y a ce facteur risque que je prends complètement. Et puis la confiance est instaurée. Pourquoi? Parce que le savoir, en fait. Ils ont compris comment je fonctionnais, j'ai compris comment ils fonctionnaient. Il y a toujours une marge, bien sûr, de 20 je dirais quand même de 20%, où là, on est obligé d'avoir de la tolérance. En tout cas, moi, je travaille dans un pays étranger, avec une mentalité complètement différente, une culture. Donc, je ne peux pas me dire... Quand j'ai une vision, quand je fabrique un vêtement, j'ai une marge. J'ai une marge parce que avec les années, j'ai appris à. On peut pas demander à une culture et une vision complètement différente de la nôtre d'arriver à mettre en matière quelque chose qui nous est propre. Combien de temps maintenant tu pars en Inde par année? Alors, je pars 2 fois par année. La fabrication, je travaille que dans des petits ateliers. Donc, la fabrication, par contre, prend du temps. C'est à peu près 3, 4, ça peut être 5 mois de fabrication. Donc, je descends, je choisis les vêtements, je fais les samples. Et puis après, je leur laisse vraiment tout dans les mains avec une confiance. Une confiance pas absolue, mais une très bonne confiance. Tu me disais que tu as quand même choisi une fabrique, en fait, qui a une éthique. Oui. C'est important pour toi. Parce que finalement, à la base, je suis pas quelqu'un qui était appelé à faire du business, mais je pense plus à voyager. Et c'est plus le voyage qui m'a amené à tout ça que d'aller là-bas pour créer une marque d'habits et voilà. Et du coup, effectivement, je travaille avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Donc, on a ces mêmes valeurs. Les employés sont bien payés. Et il y a ce fil conducteur de valeurs qui arrive. En fait, on a tous les mêmes valeurs. Ce qui fait que je pense encore maintenant, il y a aussi... En tout cas, j'aime à penser que c'est aussi grâce à ça que ça fonctionne. Oui. Quel avenir tu vois pour ta marque? Tu as déjà projeté
un peu pour la suite ou non? C'est au jour le jour, tu verras? Alors, au jour le jour, c'est quelque chose qui me va très bien. Après, j'ai pas envie de devenir une grande marque. J'ai vraiment pas d'intérêt pour ça, parce que quand on devient grand, ma place, si je commence à devenir trop grande, serait plutôt de superviser en fait, et puis je serais beaucoup moins sur le terrain, je serais beaucoup moins face aux gens. Et en fait, ce que j'aime, c'est ça. C'est vraiment le partage. En fait, ce qui prédomine dans ce que je fais, c'est vraiment le partage et la rencontre de l'autre. Et là, je vais effectivement je commence à avoir pas mal de clientes qui me demandent où est-ce qu'on peut acheter, comment. Il y a plein de fois où je me suis dit, bon, je vais ouvrir une petite boutique, mais de nouveau, j'ai une qualité-prix qui est vraiment très bonne. Et si je fais très attention à dépenser un minimum, c'est pour ça que d'ailleurs c'était un petit peu laborieux pour arriver jusqu'ici, parce que du coup, ce sont des dépôts qui me coûtent très peu. J'ai très peu de frais, je minimise mes frais, ce qui me donne beaucoup moins de stress et de pouvoir justement avoir des prix raisonnables. Donc là, mon projet, en tout cas pour cette année, c'est de construire de finir, parce qu'il est déjà bien en route, le site Internet. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes maintenant qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, le risque est obligatoire. Je pense que la première chose à savoir, c'est que en Suisse, on fonctionne d'une manière où il faut faire des études pour pouvoir faire. En fait, on fonctionne beaucoup par l'intellect. Et moi, j'ai beaucoup fonctionné à l'inverse. Donc, ça veut dire que je pense que d'aller sur le terrain, c'est vraiment important. Alors, les études sont importantes, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a un moment donné où se lancer et de prendre le risque de se lancer, c'est la base. C'est la clé en fait. Il faut oser. Et de ne pas avoir peur. Je pense que chez nous, on a une mauvaise image de l'échec. Et je trouve souvent que les gens qui sortent d'études, il y a un espèce de fossé en fait entre ce qu'on nous a appris et le terrain. Pour moi, tout est possible. Tout est possible. Par contre, ça demande beaucoup de travail. Oui. Alors, le travail est conséquent. Donc, si on a envie de lancer quelque chose, si on a envie de créer quelque chose, il y a 80% de travail. Ouais. Donc, on est quand même confronté à des moments où, oui, c'est difficile. Il faut de l'endurance. Mais il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est que ça. En fait, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment de se lancer, de prendre le risque de se lancer, de pas voir si on n'y arrive pas, de voir ça comme un échec, parce que je pense pas que... Je trouve que le mot échec est un peu rude. Ouais. C'est nous qui créons nos propres barrières. Je crois qu'on arrive à la fin de notre interview. Super, je te remercie infiniment. Plaisir. Merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir accueillis ici. D'être venu me voir. Et puis on se réjouit de voir la prochaine collection. Avec grand plaisir. C'était Pascal pour CAPS TV.